Philippe Latour, bienvenue au podcast. Merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir. Évidemment, comment on s'est rencontrés, j'explique toujours le contexte d'ailleurs pourquoi on fait un podcast avec un invité. On s'est, tout simplement, je t'ai contacté sur LinkedIn, on s'était fait un lien d'amitié. J'ai vu justement que tu suivais mon contenu, que tu avais écouté des épisodes et tout ça, que tu reconnaissais le background. Là. Ouais. Puis le studio. Puis fait que j'étais comme, écoute, ça serait super intéressant, évidemment, dans le domaine de l'immobilier, de parler d'immobilier, de l'investissement aussi, la consultation, le coaching. Fait que, on va parler de tout ça, mais évidemment, on va parler de ton parcours aujourd'hui, parler de c'est qui l'humain derrière l'entrepreneur. Donc, parlons de ça. Commençons par ça pour la première partie. Parle-moi un peu de ton parcours professionnel, un peu, puis aussi peut-être académique avant de te lancer dans ton entreprise. OK. Ben écoute, au niveau académique, c'est quand même assez simple. Mon père est allé au HEC, ma mère est allée au HEC. Fait que j'ai visité une université. Tu as suivi HEC dans le fond. J'ai été au HEC. Fait que, au départ, je voulais pas être c'était 2 comptables. Moi, je voulais aller plus en marketing. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de probabilités de stats. Ça m'intéressait un petit peu moins. Fait que j'ai bifurqué vers la gestion des opérations où je trouve que tu as un rôle un peu central. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'interagir avec toutes les fonctions d'une entreprise. Mais en étant en gestion des opérations, puis souvent la planification, l'approvisionnement, tous les rôles, les processus, aux responsabilités. Fait que j'ai tripé quand j'ai fait mes premiers cours, puis j'ai toujours continué là-dedans par la suite. Je trouve que c'est la meilleure préparation pour devenir un directeur général parce que tu sais toute l'entreprise. Là, tu la connais, puis c'est un rôle qui est très, très pivot, très central. Oui, mais j'ai l'impression aussi que les gens, quand ils vont à l'université, par exemple, de prendre le bac un petit peu général en administration, puis après de choisir, mettons, le marketing parce que je pense que c'est, mettons, l'avenue la plus facile. Ouais. Après, tu as des cours de finance, puis tout ça à apprendre, mais peut-être d'aller chercher une spécialisation qui est un petit peu différente pour une valeur ajoutée sur le marché. Surtout en ce moment, je veux dire, c'est un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup d'emplois tu sais, il y a des offres d'emploi, mais il y a aussi un manque en même temps. Ouais. Donc, tu sais, c'est très bizarre un petit peu la situation économique. Fait que je pense d'aller chercher cette valeur ajoutée-là, de sortir du lot, puis de dire, écoute, moi, j'ai étudié là-dedans, je peux offrir cette valeur-là sur le marché. Oui, puis dans ce temps-là, il y avait juste Western en Ontario, puis HEC qui donnait. Là, aujourd'hui, il est donné partout. Le bac en gestion des opérations, logistique, approvisionnement. Ouais. Dans le temps, il y avait juste nous autres. 2 options. Western. Oui, c'est ça. Fait que c'était quand même assez nouveau. Il y avait un gros taux de placement. Puis comme je dis, c'était vraiment comme un rôle central, pivot dans l'entreprise. Moi, j'ai vraiment trippé. Là. Fait que là, tu as fait ton baccalauréat. Oui, j'ai fait mon bac. Puis après ça, j'ai commencé à travailler là, tout de suite là, dans une entreprise. Okay. En fait, j'ai travaillé 6 mois chez SNC-Lavalin. Oui, OK. Grosse entreprise. Là, il y avait des concours pour les finissants. Tu pouvais choisir un petit peu où ce que tu allais, justement, parce qu'il y avait une demande. Puis après ça, j'ai fait 6 mois là, mais c'était vraiment très... rigide, tu ne pouvais pas très... tu n'étais pas très innovateur, très corporate. J'ai eu la formation que j'avais à suivre, puis après 6 mois, j'ai eu une offre pour aller travailler à Tremblant pour Intra-Ouest. J'ai été un des plus jeunes cadres d'Intra-Ouest pour restructurer l'ensemble des approvisionnements. Fait que ça, j'ai vraiment trippé, là, parce qu'il fallait faire des procédures d'approvisionnement, parce que tout était à faire. C'est que quand on était passé de 300 à 3000 unités de logement, là, fait qu'on bâtissait des hôtels, on faisait des golfs, on ajoutait des flancs de montagne. Fait qu'autant des produits, des services, ça a été une expérience assez incroyable. On a structuré un département, un centre de distribution. Puis après ça, je me suis... c'est le fun, la région, mais ma copine dans le temps, qui était devenue ma femme, elle voulait revenir à Montréal. Fait qu'on est revenu à Montréal, puis là, j'ai été plus dans le manufacturier, là, comme directeur des approvisionnements, directeur des opérations, puis au final, directeur général là, dans les entreprises, là, fabrication. Qu'est-ce qui t'a intéressé initialement dans la gestion des opérations? Là, tu parles du manufacturier, on peut penser que c'est oh my God, c'est des grosses machines, c'est très répétitif, c'est moins créatif. Mais qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Qu'est-ce qui t'animait là-dedans? En fait, moi, c'était le côté créatif. Puis même, j'avais fait une spécialisation à l'université, c'était gestion des opérations dans des entreprises de services. Puis c'était surtout axé sur la restauration. Moi, ce qui me faisait triper, mon père avait déjà travaillé dans la restauration, il a déjà été haut dirigeant chez Saint-Hubert, puis on passait notre temps à aller manger au Saint-Hubert, puis on regardait tout le temps, là, une serveuse qui se promène les mains vides, comment ça se fait, comment est-ce qu'il te place, comment il optimise, comment ça se fait pas efficace, par exemple, tu es un groupe de 6, ils vont te parker sur le bar, puis après ça, il y a plein de groupes de 4 qui rentrent, puis à un moment donné, tu te dis, OK, il y avait des tables de 4 plus 2 qu'on aurait pu coller ensemble. Moi, ça m'intriguait depuis que je suis jeune, toute cette gestion des opérations-là, comment tu fais ça, la théorie, le processus d'attente, le processus, les rôles, qui fait quoi, comment tu peux être encore gagnant en efficacité. Moi, je suis un grand tripper, je suis un grand enfant, j'aime beaucoup Walt Disney.
Disney. Walt Disney, c'est comme un modèle en matière de gestion des opérations. Là, ils font un feu d'artifice, puis il y a des milliers de personnes, puis tu regardes le site 15 minutes après, il est vide. Là, il y a eu des navettes, puis ça sort aussi vite que c'est entré. Le behind the scenes, c'est incroyable, la préparation en oui, puis la préparation, toute la formation de la ressource humaine, c'est tous des cast members, ils connaissent tous, le site, sont tous dédiés à l'expérience client. Je retrouvais ça aussi à Tremblant, qui est un mini Disney. On était des cast members, nous aussi. Fait que j'ai toujours vraiment aimé ça. Puis c'est ça, au-delà, c'est très créatif là, quand tu y penses, parce que tu peux tout faire le mapping des processus. Comment est-ce que tu peux faire? Puis nous autres, on sortait de l'université, puis c'était comme faire plus avec moins. Les entreprises, ils voulaient vraiment avoir du lean. C'était comme la mode, la technique Toyota. Puis là, tu disais, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est sûr que l'argent circulait beaucoup dans les années 80. Les entreprises étaient très lourdes en termes de headcount. Tu avais beaucoup de monde. De gens, c'était pas super efficace, pas grave. Le monde avait des bars dans leur bureau, là, quand tu recules. Oui, mais c'est vrai. Tu regardes Mad Men, c'est ça, un peu les années 60, 70. On s'entend que c'est pas comme l'efficacité à tout prix. Là, c'était beaucoup plus comme le plaisir, puis passer le temps. Puis, après ça, est arrivé une nouvelle génération, années 90, 2000. Moi, j'ai fini en 97. Fait que là, c'était ça. C'était l'ère, regarde, on peut-tu se mettre à niveau? Parce que là, on va se faire dépasser par des pays émergents, que les autres n'y pas avec le POC. Puis, je veux dire, le monde des affaires, c'est la Ligue nationale. Puis si tu commences à tout le temps la traîner dans tous tes processus, tes façons de faire, à un moment donné, tu n'y arriveras pas. Fait que ça... quand tu m'expliquais ça, ça me fait penser justement, tu as sûrement écouté le film de McDo. Les processus, c'est ça. Puis quand Ray Kroc rencontre les frères McDonald's, justement, il découvre le restaurant puis comment le fonctionnement est en cuisine. C'est assez... puis il y a des dessins à terre, ils sont dans un terrain, une cour de tennis. Ça fait un lien avec la question que j'avais écrite. Là. Mais ça, c'est juste l'analyse de processus puis d'améliorer puis de perfectionner justement le temps entre la personne qui va vers la friteuse, vers la caisse et tout ça, servir le client. C'est assez impressionnant, mais on prend un exemple de la restauration, là, mais je veux dire, ça peut aller dans toutes les industries. Là. Mais ça me fascine tout le temps que juste changer l'ordre des actions. C'est ça. Fois, tu peux faire complètement la différence entre être super efficace et être zéro efficace. Parce que tout le monde sauve de l'argent au bout de la ligne. Ça fait du temps. Oui, mais des fois, tu vas voir, je le regarde encore, je suis hyper critique. Là, ma fille, tout le temps, des fois, on voyage beaucoup. Puis là, arrête, là, décroche. Tu es dans un café, tu vois des choses, en Espagne, puis là, tu en vois deux qui vident les poubelles, puis là, tu es comme, OK, puis là, il y a une file d'à peu près 25 personnes. Viens de faire la file, ouvre une deuxième caisse, ça va prendre 5 minutes, tu vas avoir libéré tout, tu iras vider ta poubelle après. Il y a un ordonnancement qu'il faut faire quand tu penses en termes de processus de gestion des opérations, ça devient quasiment... c'est fatigant, là, parce que je suis tout le temps en mode comme trouver des solutions pour essayer d'optimiser, de rationaliser, mais c'est parce que je trouve ça fascinant de dire, regarde, ils sont vraiment fourrés. Là. Quand il y a des files d'attente, je me rappelle toujours, j'avais amené mes kids là, au parc Safari, puis tu pouvais faire l'espèce de parcours en auto, là, où tu te fais défaire ta voiture. Là. Moi, j'ai jamais fait ça. Fait que moi, je voulais pas le faire. Parce que tu as des animaux. Là, tu passes au travers des animaux, tu te fais manger, cracher dessus par un chameau, des trucs super intéressants. C'est génial. J'ai jamais aimé ça, mais tu sais, ce que ça donne comme effet, c'est que quand tu sors de l'autoroute, quand tu es sur l'autoroute, je pense que c'est l'autoroute 10, en tout cas, dès la sortie de l'autoroute, quand il y a des grosses journées, tu es jamais là. Alors que s'il y aurait une autre voie que tu passes à côté, tu veux juste parker ton auto, puis faire les manèges, puis se promener sur le site, mais sans faire la track, tu n'aurais pas cette file-là. Parce qu'il y a la moitié du monde qui sont là pour ne pas faire la track, mais qui sont pris comme moi je l'étais avant que je me tanne, puis je passe à gauche. Puis, on s'excuse aux policiers du Québec, mais puis je suis arrivé directement dans le stationnement. Le stationnement était comme à moitié vide. Pourquoi je viens d'attendre 45 minutes? Ça, c'est clairement juste un exemple, mais c'est des trucs de gestion d'opérations. On parlait de trafic tantôt, puis de construction, puis justement, des fois, ils ne sont peut-être pas optimisés. Là. Non. Peut-être pas, qu'ils sont pas. Mais non, c'est intéressant. Tantôt, j'ai le cours de tennis quand tu étais jeune, si je me souviens bien, tu m'avais mentionné que tu offrais ça. Donc, est-ce que c'était ta première entreprise d'offrir des cours de tennis? J'avais 14 ans. 14 ans. Fait que, dans le fond, je donnais des cours de tennis. Petit business, c'est cool. Je me suis fait demander pour donner des cours de tennis privés. Oui, parce que tu étais vraiment bon, j'imagine. Oui. J'enseignais, puis j'ai joué aussi. Là, je faisais la compétition. Là, dans ce temps-là, j'étais comme tout le temps dans les 10-15 meilleurs au Québec là, dans mes classes. Fort, ça. Je suis plus là. Non, à 14 ans, c'est mais dans le temps, ça allait bien.
Je jouais quand même pas pire, puis j'avais fait mon certificat pour devenir entraîneur. Je me suis dit, ça peut être une belle job d'été. Tu as le choix entre McDo ou donner des cours de tennis. Bon, on va aller là. Puis c'est ça. C'est juste un parent qui m'a demandé pour donner des cours de tennis privés. J'ai regardé avec le directeur du service des loisirs. Je disais, faites-vous ça? Il dit non. Fait que je suis allé m'acheter un pad de facture. J'ai commencé à facturer. Puis là, j'avais pris comme sur l'imprimante à mon père. J'avais imprimé, puis j'avais fait comme des cours de tennis Philippe Plateau, des flyers. J'allais les porter à chaque maison. Moi, j'étais à Ville-Lorraine. J'allais à Lorraine, j'ai porté ça. Là, j'ai eu des clients. C'était comme des gars qui avaient comme mon âge maintenant, là, 40-50 ans, qui m'engageaient pour frapper des balles, parce que j'avais un bon calibre, puis des cours de groupe. Quand même, faire confiance à un jeune de 14 ans à ce temps-là, faut... Je veux dire, il y a aussi ton expérience qui rentre en jeu, là, mais... Écoute, me faire confiance moi-même ou qu'eux me fassent confiance? Eux, peut-être, oui, c'est ça. À leur âge, ils disent, je sais pas, peut-être je rechercherais quelqu'un qui était un petit peu plus vieux et tout ça, mais est-ce qu'il y avait une barrière d'âge ou vraiment il était ouvert à ça? Non, parce que dans le fond, ils m'avaient, pour la plupart des gens, parce que je donnais aussi des cours de tennis pour la ville, fait qu'ils m'avaient vu sur... Ils m'avaient vu comme sur le site aussi. Ils voyaient, j'avais comme un peu aussi... Puis l'année d'après, je suis devenu coordonnateur, puis j'avais comme des employés, il y avait des profs de tennis qui travaillaient pour moi. Fait que des fois, c'était drôle parce que j'avais les cours de tennis privés, puis j'avais les cours de tennis de la ville. Fait que tous les terrains, c'était à peu près... je faisais de l'argent dessus. Tous les terrains à Lorraine en haut, Lorraine en bas, j'avais comme 8 terrains, puis c'était tout comme tout le monde qui travaillait pour moi. T'avais une méchante... Fait que ça allait bien, puis après ça... puis j'ai même fait... Tu sais, au début, c'était vraiment une petite business, mais l'année suivante, après j'avais fait mon porte-à-porte, je l'avais mis dans le temps, ça marchait encore, les Publisac. Fait que j'avais mis mes flyers, je les ai fait imprimer, je les ai mis dans les Publisac, puis c'était un super beau modèle d'affaires parce que tu n'avais à peu près pas de dépenses de formation, parce que tous les gars, c'était les pros qui étaient dans les autres villes avoisinantes. Fait que là, je me ramassais des clients à Beaubriand, à j'allais jusqu'à Deux-Montagnes, j'allais jusqu'à Saint-Jérôme, parce qu'il y avait comme une ligue de tennis des Basses-Laurentides. C'était tous des gars avec qui je m'entraînais, avec qui on jouait, qu'on faisait de la compétition, qui étaient aussi enseignants l'été. Fait que je leur filais des clients, je ramassais une partie, puis je leur en donnais. Fait qu'on a eu bien du fun. C'était des belles expériences, t'sais. Ça t'apprend quand même plusieurs trucs, là, comme les ressources humaines, là, avoir un espèce de niveau de service là, qui est assez égal. Là. J'avais même fait, je l'avais mis sur LinkedIn à un moment donné, j'avais fait un manuel de l'employé. Arriver à l'heure, être respectueux, être bien préparé, être, je me disais, regarde, ça prend ça là, pour avoir un niveau, parce qu'à la fin de la journée, c'est ton nom. Là, c'était l'école de tennis Philippe Plateau. Fait que, c'est comme à un moment donné. Parce que clairement, à 14, 15, 16, là, on se situe vers la fin du secondaire, je pense. Là, puis c'est clairement, tu étais un mouton noir dans l'école. Je veux dire, comment tu prenais au sérieux ton entreprise? Il y a des adultes qui faisaient pas ça là, à leur âge. Là. Fait que, bref, c'est assez impressionnant. Ben, c'était de la job d'été. Puis moi, je voyais ça, puis je grandissais. Puis une des leçons que ça m'a appris aussi, c'est qu'il faut que tu attends pas que ça soit parfait. Là. Je veux dire, au début, c'était pas parfait. Là. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé, puis après ça, j'ai comme fait du porte-à-porte. Puis c'était laid. Là. C'était comme c'était la page couverture de Tennis Mag. J'ai collé au scotch tape, genre école de tennis Philippe Latour, que j'avais découpé. J'ai fait des copies de ça. Je les ai découpées puis, au ciseau, puis je t'allais les porter. Puis c'était de base, mais regarde, ça a donné quand même un super beau modèle. Tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça jusqu'à 20 ans. Hey, c'est fort, OK. Ouais. Puis à un moment donné, à l'université, je me suis dit, ça, c'est ma job quand j'étais de petit. La job d'étudiant, fait que j'ai dit, je vais arrêter ça. Fait que je l'ai laissé aller là, tranquillement. Là, OK. Tu voyais pas une opportunité de poursuivre là, ou c'était pas un intérêt pour toi? Pas à ce moment-là. C'est sûr que quand tu vas, je sais pas si, quand tu vas au HEC, là, t'es comme brainwashé. Là, en première année de prime, là, tu vas être président dans 3 ans. Fait que tu te gardes, OK, ben ça c'est cool, c'est payant, mais il y a d'autres choses de plus payant ou de plus enivrant là, qui m'attendent. Mais je veux pas bâcher le HEC parce que j'ai toujours voulu aller au HEC. J'ai tombé à l'UQAM faire mon bac, puis that's fine, là, tu sais. Mais j'ai l'impression, à chaque fois que j'ai déjà filmé des conférences pour les cours au HEC, puis c'est vraiment, il y a une vibe de clic un peu, de supériorité. C'est sans encore une fois les bâcher, là, ils offrent des excellents cours, mais je trouvais qu'il y avait cette vibe-là un peu, là, tu sais, on s'habille en complet, on va être justement des CEO, on va être des fondateurs et tout ça. Ma vraie question par rapport à ça, c'est est-ce que l'HEC te forme un petit peu plus vers l'entrepreneuriat ou plus vers la gestion d'une entreprise? C'est quoi quand tu as appris ça? Moi, ce que j'ai appris, écoute, c'est une bonne question. Ouais, En fait, ce que j'ai appris au HEC, c'est
puis ça revenait souvent dans des cours, c'est que tes habiletés sociales puis politiques sont plus importantes que tes habiletés techniques. C'est-à-dire, tu vas être un bon comptable. Si tu ne sais pas parler au monde, ben, tu ne deviendras jamais DG ou tu ne deviendras jamais chef comptable ou directeur financier ou CFO. T'sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que moi, c'est ce que j'ai appris au HEC. Je n'ai pas appris le point de vue technique. Je pense que j'étais quelqu'un qui était un peu plus gêné, un peu moins confiant à ce moment-là, même si j'avais déjà lancé ma business. On dirait que j'avais besoin, pas le syndrome de l'imposteur, mais un petit peu. Fait que j'avais besoin de ce côté académique-là, d'aller voir. Puis, tu sais, comme tu disais, c'est un tronc commun les premières années. Fait que ça te montre toutes les fonctions, marketing, finance. T'sais. Fait que ça, c'était super intéressant. Est-ce que j'ai appris énormément ou est-ce que je ferais comme un master, un MBA après? Non. Moi, le MBA, j'ai toujours pensé que c'était plus pour un genre de plombier qui veut se partir en business puis qui veut lui aussi apprendre toutes les fonctions de l'entreprise. Ça, c'est comme parce qu'on faisait beaucoup de textes puis de travaux, de toute façon, du MBA qu'on avait à lire au bac. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est mon apprentissage, c'est ça. Savoir parler au monde, savoir comment connecter, savoir comment vendre ton idée, savoir... c'est ça la clé aujourd'hui. En réalité, c'est ça aujourd'hui. Oui, puis c'est le nerf de la guerre aussi en affaires, si tu n'as pas ces capacités-là interpersonnelles, dans le sens d'être capable de te vendre puis de vulgariser ce que tu fais. Pourquoi quelqu'un viendrait vers toi? Pourquoi je travaille avec Philippe? Pourquoi je travaille avec Anthony? C'est quoi le... Right? Puis écouter, aimer les gens. Moi, aimer les gens? Je pense que non, mais tu sais, je pense que c'était pas un people oriented, là, plus comme... people person. J'en vois des fois, ils sont au service à la clientèle, ils n'aiment pas parler au monde. Tu dis fais d'autres choses. Parce que clairement, on pointe tous au téléphone, t'es pas dans ta... T'es pas dans la bonne talle, à un moment donné. Non, c'est clair, t'es tout mieux de donner ton 100%. Je veux dire, oui, tout peut arriver dans une journée que, je sais pas, quelqu'un de proche chez toi est malade, puis tout ça, mais... En réalité, c'est comme ça constamment chaque jour. Puis tu sais que tu le sens, parce que tu le sens toi-même là, quand tu n'es pas motivé à ton travail. Ça va se ressentir, puis c'est toujours mieux de faire un petit peu mieux ou plus. Exact. Pour performer, peut-être amener d'autres opportunités. Non, fait que ça, c'est... Puis tu sais, je pense, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait remplir son coffre à outils. Fait que j'aimais ça, faire ça. Fait que tu disais, une des raisons pour lesquelles j'ai lâché, j'avais eu une opportunité. Je travaillais au service à la clientèle. J'étais rendu comme superviseur du service à la clientèle à l'aéroport de Montréal. Fait que là, tu sais, je gérais ceux qui faisaient les appels, je gérais tous les deux comptoirs. Fait que ça m'a... Fait que tu sais, aujourd'hui, quand j'ai à gérer un département de customer service avec un centre d'appel, tout ça, je l'ai fait, je l'ai coordonné. Tu sais, ça, j'avais pas fait ça dans mes expériences que j'avais à faire. J'ai lâché le marketing, mais je voulais faire du marketing international. Fait que j'ai fait une mission commerciale. On est allé comme 3 mois au Brésil, entre ma 2e et ma 3e année d'université. J'ai fini mon bac en Europe à l'Institut de commerce de Nancy. Fait que tu sais, j'essayais tout le temps par des moyens d'essayer de me bâtir le plus possible. Mais ça, c'est moi. Là, c'est pas... Oui. Puis si je me trompe pas, tu as eu des mandats justement à l'international, right? Ben encore aujourd'hui, c'est parce qu'après, ça m'a amené beaucoup de débrouillardise. Là. Surtout, là, la mission commerciale, c'est drôle ça, parce que c'était supervisé par un professeur, puis le professeur, il a lâché à la moitié de l'année. Pas la mission commerciale, mais comme il est parti des HEC. Ah ouais, carrément. Puis là, on était 3 gars, 9 filles, on se regardait, on disait, on le fait quoi? Quand même. Ouais, c'est ça. Puis on l'a pris en charge, puis on a décidé, OK, on va faire on va finaliser notre... ce qu'on voulait faire. On avait des dîners pour essayer de ramasser des fonds. Fait que la levée de fonds a été faite. On est allé chercher tous les mandats. Chacun avait un mandat pour une étude commerciale avec un montant défini. On a augmenté le mandat parce qu'on était supposé de rester 3 semaines. On est resté pratiquement 3 mois. On a passé tout l'été là. Super beau mandat. Puis on s'est retrouvés dans une culture complètement différente. Je me rappelle. Tu as mentionné que c'est au Brésil, tu m'as mentionné? À Sao Paulo. Quand même, là, c'est culturellement, mais je vais continuer. De la langue, c'est sûr. On a tout appris à parler. Là, OK. Le portugais. Ben oui, c'est le portugais. Mais mais tu débarques là-bas, les plantes, les autos, tout est différent. Ça va vite, c'est corrompu, c'est violent. T'as toutes ces affaires. Fait que t'es tombé. Puis l'entreprise, justement, c'était une entreprise qui était établie là-bas ou c'était comme Moi, ce que j'avais trouvé, c'était une compagnie d'ici qui faisait des outils de forage. Puis je devais déterminer, voir c'était quoi la compétition qu'il y avait là-bas. Fait que c'était d'aller voir des compétiteurs pour faire une analyse de marché. Exactement. C'est curieux parce que, tu sais, tantôt, tu me parles justement de l'efficience, puis, les processus de production, par exemple, en opération. Est-ce que tu dirais que, tu sais, les Nord-Américains, tu sais, on a beaucoup ça en tête, là, tu sais, de sauver, d'être le plus vite possible, d'être le mieux fait, beaucoup, puis en moins gros budget.
quand tu arrives dans ces pays-là, évidemment, il y a un choc culturel. Ça travaille différemment. Les horaires de travail sont différents. Les salaires sont extrêmement différents aussi. C'est difficile d'implanter ces systèmes-là ou cette méthode de pensée-là dans ces entreprises-là, quand tu as été confronté à faire ces analyses-là d'entreprise? Écoute, j'étais encore jeune parce que j'étais en 2e année d'université. C'était en 95. Ça fait quand même un bout. Mais tu vois, j'étais allé en Chine à plusieurs reprises après. Je te dirais, c'est un peu le même affaire. C'est pas évident. Je pense pas pas que ça se fait. Je pense que ça peut se faire si l'entreprise t'appartient puis que tu amènes des Nord-Américains puis tu viens former. Mais si tu fais des espèces de joint venture où tu travailles avec des fournisseurs, c'est sûr qu'il faut que tu respectes leur cadence, leurs limites. C'est toujours drôle. Je dis toujours, quand tu envoies un email, envoie pas 2 trucs. C'est comme envoie une affaire. Pose une chose. Je sais pas, moi, la brosse est noire, je la veux rouge. Je la veux rouge puis je la veux ronde. Oublie ça, tes pères. Tu vas avoir soit ronde ou rouge. OK. Probablement ni un ni l'autre. Puis, comme le gaspillage, à un moment donné, j'étais allé dans une usine, c'était à Suzhou, c'était à peu près à 3 heures de Shanghai, puis il me repassait tout le temps. On avait des cuves d'aspirateurs, puis là, le lendemain, il me repassait toujours les cuves qu'on avait mis de côté, qu'on avait rejetées parce qu'il y avait des graphines, parce qu'ils étaient poqués. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, hey, donne-moi un marteau, puis là, j'ai pogné un marteau, puis là, je l'ai comme poqué comme du monde pour plus qu'il essaie de me repasser. Puis là, j'ai dit, là, ça, on n'en veut plus, là, Écoute, le scandale, là, parce que, le gaspillage n'est pas dans leur culture, puis là, je venais de les insulter, là, fait que c'était comme... C'était difficile un peu. C'était peut-être pas... Fait qu'à un moment donné, il y a eu un petit peu il a fallu leur reparler puis leur expliquer. Puis gars, c'est moi le client, c'est moi qui paye, ça me dérange pas de payer pour du gaspillage. Puis, mais moi, je veux de la qualité. Là. On vend un produit haut de gamme, il faut que ça soit... C'est de faire comprendre puis ça. Puis on est arrivé. Là, au final, c'était quand même une relativement bonne qualité. Là, oui. Mais bon... Ça allait faire un petit show, là, de leur montrer. Temps, là, ça n'a pas été fait du premier coup. Là, fait que c'est... C'est ça. C'est une autre culture. Quand tu comprends ça, tu comprends que c'est pas dans leur culture. Tu comprends qu'eux autres, ils ont beaucoup de monde. Il faut qu'ils fassent travailler tout leur monde. Ils ont des ententes avec le gouvernement pour faire travailler du monde. Fait que, ils n'ont pas intérêt à être super efficaces. Puis c'est pas grave. Là, fait que c'est juste de le comprendre. À un moment donné, je pense que quand tu fais du commerce international, c'est de te renseigner où tu t'en vas, c'est quoi les mœurs, c'est quoi les us et coutumes, puis de bien déterminer là, comment ça fonctionne là-bas. Puis une fois que c'est fait, ben c'est correct. Là, tu t'adaptes. Là, on est capable de s'adapter. Ici, on est plus go, 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 comme tu disais. Bon, est-ce que c'est tout en bon? Non, c'est ça. Il y a peut-être du bon à aller chercher là-bas. Puis je pense que ça, j'ai toujours travaillé, moi, avec mes directeurs de production, mes superviseurs de production. J'ai dit, c'est quoi la cadence idéale? Parce que oui, des fois, tu peux les faire travailler 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, mais là, la qualité va s'en ressentir. Ou des fois, tu peux réussir à avoir le même niveau de qualité. Mais après ça, je veux dire, la personne va être morte pour les 6 prochains mois. Tu as des maladies, tu as des blessures, tu as des accidents de travail. À un moment donné, c'est tout le temps un juste équilibre là, entre la performance puis ce que les gens sont capables de prendre. Puis de trouver le sweet spot, c'est pas évident. Là, est-ce que les enjeux sont semblables? Si on parle, mettons, de motivation, au niveau du travail, d'aller plus vite, peu importe, mais... la formation peut-être qui est manquante, la sécurité ou les avantages, y a tout ça là-bas aussi? Il y a ce challenge-là. Étrangement. En tout cas, moi, quand j'avais vu comme en Chine, il était rendu là. Il payait de l'overtime. C'était pas... c'était pas si arriéré versus nous. L'usine était super propre. Il y avait des pauses. Il y avait des belles... il y avait quand même des belles on a comme cette perception-là. Tu dis que c'est quasiment des esclaves. Là, mais right? Ben, quand tu vas dans les pays puis tu vois qu'est-ce qui se passe réellement... Il y en a encore, mais je te dirais que c'est pas tout. Puis j'imagine que c'est en fonction des employeurs aussi. Si tu amènes ton efficience nord-américaine, mais tu vas amener aussi ton espèce de... C'est un package deal. Là, fait, tu vas avoir la mentalité, tu vas avoir la motivation des employés, tu vas avoir l'encadrement, tu vas avoir la sécurité, tu vas avoir tous ces aspects-là. J'imagine que ça vient parce que c'est une recette. Là. Apple, quand il s'en va dans ces pays-là, ben, je pense pas je pense pas qu'il y ait intérêt à ce que des gens viennent auditer son usine puis que ça soit comme, justement, comme tu disais, là, de l'esclavage. Ben, c'est ça. Versus, fait que de moins en moins, là, je pense. Puis, il y a des gros clients aussi, les Costco de ce monde, mais ils font des audits des usines. Là, fait qu'eux autres, ils veulent s'assurer, puis ils te font signer des documents là, où tu t'engages à justement ne pas aller dans certaines régions où c'est encore considéré comme de l'esclavagisme, par exemple, ou des trucs comme ça. C'est ça.
C'est le fun qu'il y ait... il y a des engagements sociaux là, qui se font avec des compagnies, puis c'est correct. Là. Je pense que il faut ça. C'est clair. Mais je pense que c'est le fun de t'écouter puis de dire qu'il y a une amélioration aussi over the years. Fait que, veux-tu me parler justement d'un dernier mandat que tu as fait, que tu as réalisé? En consultation? Plus en consultation, oui. Je dirais en consultation, écoute, j'en fais beaucoup. Des mandats, c'est vraiment varié. Je fais beaucoup de planification stratégique. Mon dernier mandat, c'était... j'ai fait un fabricant de portes et fenêtres. J'ai fait quelqu'un qui faisait de la conciergerie. J'essaie de voir parce qu'il y en a certains entrepreneurs que je coach encore. Parce qu'une fois que tu as fait la planification stratégique, tu as comme un plan. Tu as l'endroit où tu es, tu as l'endroit où tu veux t'en aller, tu as le comment qui est bien défini. Puis après ça, c'est souvent la mise en place là, qui fonctionne moins bien. Là, fait qu'à ce moment-là, moi, je les suis. Je continue à les appuyer, souvent dans des rencontres de comités, mettons, de changement, si c'est des plus grosses entreprises ou en travaillant directement avec l'entrepreneur quand c'est lui qui gère un peu là, le plan stratégique. Là. Fait que c'est tout le temps la même méthode. Là, on fait une espèce... Il y en a... Ça s'appelle un audit ou un diagnostic, où tu essaies de voir c'est quoi la situation actuelle, parce que tu veux voir d'où tu pars, puis après ça, voir où tu t'en vas. Puis moi, j'aime bien voir dans le où tu t'en vas, j'aime bien définir avec la segmentation de marché, de vente, tout ça. C'est qui ton bon client, c'est qui ton moins bon client, puis ça va passer par où, parce qu'il y a des entrepreneurs, tu te rends compte, tu te dis, moi, j'étais à 1 million, puis je veux être à 10 millions. OK, mais... si tu ne l'as pas fait, il y a une raison. Pourquoi tu vas le faire? Puis qu'est-ce qui t'empêche de te rendre là? Qu'est-ce qui t'empêche de te rendre là présentement? Puis fait que ça, c'est ton diagnostic de ta situation actuelle. Puis une fois que ça, tu le sais, après ça, tu peux dire, regarde, on s'en va où? Puis tu vas vendre dans quoi? J'avais fait un client, lui, il vendait de l'ameublement de bureau, il vendait de la papeterie, puis il vendait du service et des machines de photocopie. OK. Fait que là, c'est comme, tu as 3 axes. Fait que ça va passer, ta croissance va passer par quel axe? Puis là, des fois, tu peux regarder, puis il y a un premier niveau qui va dire, OK, un réflexe que les entrepreneurs vont avoir, ils vont dire, OK, c'est quoi le plus payant? Bon, dans ce cas-là, tu peux penser que, je sais pas moi, ça peut être plus l'ameublement ou ça peut être plus les photocopieurs ou le service de photocopieur que la papeterie qui est une... c'est du bonbon à 2 cents. C'est comme ça t'en prend. Là, des crayons puis des affaires. Puis, la quantité. Là. C'est ça. C'est de la quantité puis c'est de la faible marge. Puis bon. Fait que c'est quoi? Fait que c'est de maximiser justement ce qui est payant? Tu regardes ça. Puis après ça, tu regardes un peu les grandes tendances. Puis là, tu te dis, OK, regarde, mettons, une des grandes tendances actuellement, là, puis ils en parlent encore avec l'intelligence artificielle la semaine passée, ils disent les métiers techniques, là, ces gens-là, les plombiers, les électriciens, ils vont être millionnaires plus tard parce que ça se remplacera pas par l'intelligence artificielle. Fait que là, tu regardes un réparateur de photocopieur. Il n'y en a plus. Fait que là, peut-être que c'est un axe qui pourrait être payant, être très porteur, mais là, tu t'ajoutes du trouble. Parce que tu t'en vas là, mais bon. Alors que, je sais pas, moi, je donne un exemple, c'était pas nécessairement le cas, parce qu'à un moment donné, ça devient confidentiel, mais mettons là, que dans la papeterie, la moyenne d'âge des propriétaires de papeterie est de 72 ans, puis qu'il va en avoir plein à vendre dans les 5 prochaines années, puis que là, tu veux consolider le marché. Peut-être que ça serait plus cet axe-là que tu vas viser dans ton plan stratégique versus... les 2 autres. Si tu étais avant la COVID, puis tu focusais sur l'ameublement, tu n'as peut-être pas eu une drop pendant la COVID. Peut-être que là, c'est un segment au contraire qui est porteur. On le voit depuis 1 an, les gens reviennent. Fait que je pense que c'est important de jumeler, de bien connaître tes axes de croissance. C'est quoi que tu vends présentement, à qui tu le vends, dans quel segment, c'est quoi qui est le plus profitable. Puis ça, c'est fascinant. Tu demandes ça aux gens, puis les gens le savent pas. C'est quoi un bon client pour toi? Puis, ça te rapporte combien? Il y a des KPI, des indicateurs de performance. Les gens ne les savent pas. Ça te prend des règles de pouce si tu veux être capable de gérer, savoir combien tu fais. Quand tu dis que les gens ne le savent pas, les propriétaires d'entreprise sont pas fous, là, dans le sens où ils tiennent les rênes de leur entreprise. Mais pourquoi ils mettent ça de côté? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop occupés dans leur habitude d'opération, qu'ils ne sont pas optimisés? Pourquoi c'est pas pensé ou calculé à pour moi, l'entrepreneur, souvent, c'est pas un opérateur. C'est
pas un gestionnaire. C'est un leader visionnaire. C'est un leader visionnaire. Là, ceux qui ont lu là, Rocket Fuel, tout ça, t'as comme... t'as comme le visionnaire, puis t'as comme l'opérateur. Exact. Fait que ça prend les deux, je pense. T'sais, moi, je suis plus un opérateur. Ça veut pas dire que je suis pas visionnaire. Je le disais tantôt, là, ma créativité est là. Mais je sais opérer. Puis c'est peut-être, moi, dans mon cheminement, ce qui a fait que je suis pas parti de l'école de tennis à tout de suite l'entrepreneuriat. On dirait que je voulais remplir mon coffre à outils pour être certain d'être capable de faire des finances, de la comptabilité, du marketing. Puis à différentes expériences j'ai eu à restructurer, gérer des croissances, gérer des décroissances. T'sais, quand tu gères des inventaires, ben, tu n'as pas le choix de connaître un peu la comptabilité. Après ça, quand tu deviens directeur général, puis tu gères des PNL, qu'on appelle des états des résultats, des budgets, faut que tu comprennes un peu la mécanique. Là, c'est quoi? Fait que, tu sais, au fil du temps, mais c'est pas tout le monde. T'sais. Fait que la plupart des entrepreneurs, eux autres, sont partis de, si je reprends mon exemple, d'écoles de tennis, puis là, ils en ont acheté 12 autres écoles de tennis, puis là, ils ont plein d'écoles de tennis. C'est ça. Mais ils n'ont aucune crise d'idée comment ça se gère une entreprise. Fait que là, ils sont bons dans une chose, peut-être dans la croissance de l'entreprise, la grande vision, mais... Ils n'ont pas la gestion, ils n'ont pas les... Puis le danger, c'est que souvent, c'est payant. Fait que quand c'est payant, tu ne regardes pas. Oui, c'est payant, mais ça pourrait l'être beaucoup plus. Oui, je comprends. Puis c'est-tu réellement payant? Je pense que ça l'est, mais... Défini, c'est quoi qui est payant? On le voit beaucoup, puis j'en parlais avec Reprenariat Québec la semaine passée. J'avais une discussion parce que moi, je vais aider les repreneurs, puis je vais aider les cédants, parce que moi, mon expérience, quand j'ai quitté le monde corporatif pour me lancer à mon compte, au début, je voulais faire une acquisition, puis je regardais, j'avais toujours, de toute façon, en arrière de la tête, un jour, je vais me racheter quelque chose, puis je regardais ça, puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont à vendre, mais ne sont pas prêtes à être vendues. Les gens n'ont pas documenté leur processus. L'entreprise, elle tient à 100%, là, si tu enlèves le propriétaire, l'entreprise, elle tombe parce que c'est des gens qui ne sont pas capables de déléguer, ils ont de la misère à faire confiance, ils n'ont pas documenté leur processus. Fait que tout passe par eux autres, un oui puis un non. Fait que s'ils ne sont pas là, puis au niveau financier, ben c'est pas mieux. Là, ils payent le char de madame, ils payent le cellulaire dans l'entreprise, ils payent toutes sortes de petites affaires. Il y a de la vente au noir, on ne se cachera pas. Les gens, ils aiment pas ça payer de l'impôt. Fait que là, le but, là, c'est de faire 0 à la fin de l'année. Mais ce que ça donne, je le dis tout le temps à mes clients, c'est bien beau, mais vous vivez bien pendant que vous êtes dans l'entreprise, mais vous n'avez créé aucune équité. Parce que tu essaies de faire financer cette entreprise-là quand tu veux la repasser à quelqu'un d'autre, puis l'entreprise, elle vaut 0, elle n'a jamais fait de profit. Fait que, je veux dire, c'est pas alléchant pour un acheteur. C'est pas la façon de le faire, mais les gens ont cette espèce de pensée-là à court terme puis souvent sont très pris là, dans l'entreprise. Là, une planification stratégique, le but, c'est souvent de prendre les gens qui sont dans l'opérationnel, puis de les tirer, puis de dire, hey, viens-t'en à 30 000 pieds, là, puis essaie de réfléchir, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pas des gens... Moi, j'aide des gens, ça me fascine parce que c'est du monde qui sont hyper brillants, sont beaucoup plus... sont meilleurs que moi dans plein de sphères, mais ils n'ont pas de recul. Puis ils prennent pas le temps de réfléchir. C'est ça l'avantage que moi, je leur donne. Je dis, hey, t'as-tu pensé à ça? Puis là, tu me dis, t'es en train de faire ça, puis ça a donné ça. Ça t'a pas pensé à arrêter ou changer? Puis c'est drôle parce que souvent, peut-être les entrepreneurs, ils sentent ou ils voient qu'il y a un tuyau qui fuit, puis qu'il y a de l'argent qui sort, mais en calculant pas, ils pensent que c'est moindre. Ou comme on est habitué à ça, on sait quoi faire. Travailler sur la conséquence au lieu de travailler sur la cause. Moi, souvent, c'est comme... J'ai pas besoin de faire le diagnostic, Phil. Je sais déjà comment ça marche, mon entreprise. OK. Puis là, tu dis, c'est ça, les problèmes. Puis après ça, tu fais le diagnostic, puis tu dis, non, ça c'est des conséquences à un problème, là, le problème racine, là, quand tu recules un peu plus loin, là, c'est pas tout ce que tu voulais. Là, tu manques pas d'argent parce que tu dépenses trop, tu manques d'argent parce que tu vends pas assez cher. Puis je pense que ça va vraiment loin. Tantôt, tu as touché un point, les entrepreneurs, mettons, de payer le char à madame, puis les cellulaires de l'entreprise et tout ça, mais on dirait qu'on tombe beaucoup dans la consommation, de regarder nos poches personnelles, de comment je travaille tellement fort, je me dois de sortir de l'argent puis me récompenser, versus, justement, être peut-être un mode de vie plus simple, puis de faire grandir cette entreprise-là, d'avoir du cash flow, puis tu sais. Mais c'est pas... Des processus. Des fois, c'est ça. C'est ton véhicule pour avoir un beau rythme de vie ou une belle qualité de vie, dans beaucoup d'entrepreneurs. Puis même, des fois, il y a un gros mélange. Là, tu veux tout faire. C'est toi qui veux faire les achats, c'est toi qui veux faire la conception. Mais à un moment donné, tu mélanges tes chapeaux et tu dis, c'est à moi la compagnie. Fait que je vais aller un mois au Bahamas avec ma femme, tu sais. Mais l'entreprise, elle va faire quoi pendant que tu es parti? Ben, c'est ça. C'est comme, tu sais, fait que là, elle arrête. Là, des fois,
Ah, OK. C'est-tu une des questions, justement, que tu poses quand tu fais de la consultation, à savoir, quand tu pars en voyage, est-ce que l'entreprise fonctionne? Ouais, ben ça... C'est un classique, ça? Ouais, puis ça fail 99% du Ah, temps. ouais, que non. Les gens sont pas moi, capables de prendre tout des est sur vacances. pause. C'est soit qu'ils sont ouais. sur pause ou soit qu'ils sont sur le téléphone la moitié du temps. Là, je veux dire, Il n'y a pas de vraies vacances, à fond. Ben non, parce qu'ils n'ont pas structuré. Tu regardes la plupart des entrepreneurs, tu regardes c'est qui leur employé, là, tu fais le tour, là, il va y en avoir 3 qui ont le même nom de famille. Là, fait que là, c'est comme, c'est de la famille. C'est comme, c'est mon cousin. C'est ma belle-mère. C'est, bon, OK. Mais pourquoi tu les engages? Sont-tu bons? Sont-tu aptes? Ils ont-tu les capacités à faire ça? Non, mais j'ai confiance. Moi, je veux pas me faire voler. Je me suis fait voler une fois. OK, tu as eu une moins bon, tu as eu une mauvaise expérience, c'est correct, mais ça veut pas dire que tout le monde est des voleurs. Là, non, c'est ça. À un moment donné. Puis un malaise aussi quand tu engages justement de la famille, à savoir, tu peux pas vraiment les réprimander, c'est difficile les discussions que tu peux avoir, tu sais. C'est pas la même chose, tu sais. Fait que, non, mais tu sais, souvent ça, ou un ami, ou quelqu'un qui reste proche, tu sais, OK, ben lui, il reste au coin de la rue, tu sais, je suis allé chercher des sandwichs au Subway, puis j'ai donc bien été servi par la petite fille, fait que j'ai offert une job, tu sais. Wow. OK, cool, tu sais. Mais encore, tu sais. J'ai oublié de demander si elle parlait anglais, puis là, je fais du service à la clientèle de l'Ontario, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est ridicule de même, là, on caricature, mais à peine. Il y a encore beaucoup de gens qui font de la fabrication. Tu leur demandes leur coût de revient. Tu te dis, ça coûte combien faire ça? Là, tu vends des savons, ça coûte combien faire ton savon? Je sais pas. Là. Ils savent pas. Non, mais je veux dire, comment ils font pour survivre? Regarde, il doit me coûter 2-3 piastres, je le vends 10. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème. OK, je comprends. Il sait qu'il est en positif, mais il ne sait pas combien. Oui, mais c'est peut-être 20 qu'il faudrait que tu le vendes. Puis peut-être que tu es en positif parce que tu as un savon que tu vends plus cher que les autres, mais tu pourrais peut-être toutes les augmenter. Puis là, tu ferais 3 fois plus d'argent. C'est fou, ça. Fait que ce diagnostic-là que tu offres, est-ce que tu recommanderais de le faire à quelle fréquence avec une entreprise? C'est-tu comme un... Bien, je pense qu'il faut que tu le je pense qu'il faut le faire. Moi, j'ai développé ma méthode. La façon que je le fais, j'essaie... à la base, ma vision, c'était d'en aider le plus possible des entreprises. Les petites entreprises, puis souvent les consultants vont se garrocher sur le top 100 des grosses entreprises. Ben ça correspond à 15% des entreprises au Québec. Tu en as 85-90%. Fait que toi, c'est quoi? C'est du 50 employés moins, genre? C'est 20 employés. 20 employés, OK, parfait. Tu peux en avoir des plus gros. Là, j'en ai fait de 75 millions qui étaient comme 200-300 employés. Les méthodes, elles marchent, mais là, tu vas travailler plus avec un comité de gestion, avec l'équipe de direction qu'avec un simple employeur. Mais à la limite, je te dirais, sont plus beaux, ces mandats-là sont plus faciles parce que là, tu as encore plus de richesse à animer un plus gros groupe. Tandis que souvent, quand tu es avec un entrepreneur tout seul, tu vas avoir un interlocuteur parce qu'encore une fois, on revient à la confiance. Fait il veut pas partager ses chiffres avec ses employés, il veut pas partager ses problèmes avec ses employés, il veut pas... Fait que c'est un peu plus limité comme thinking. Mais moi, je fais souvent, quand je fais le diagnostic, je vais quand même passer les gens en clé. S'il y a une fille de ressources humaines, s'il y a une secrétaire, on parle de petites entreprises, souvent, on va faire le service à la clientèle, / la réception, / adjointe administrative, / commis payable recevable, cette personne-là, c'est le fun d'y parler aussi. Là, parce que chaque personne a des irritants, puis les voit, puis les a nommés, mais des fois, on les écoute pas tout le temps. Fait je pense que c'est ça. Fait oui, de le faire une fois, puis après ça, c'est de développer une méthode. C'est que les gens, c'est comme un muscle, là, la pensée stratégique. Les gens sont pas... Puis t'en parlais un peu plus tôt, là, Québec, Amérique du Nord, on est comme go, on est sur la productivité. Fait que là, c'est comme quand un problème opérationnel. Puis moi-même, j'étais comme ça pendant longtemps. Là, je veux dire, quand j'étais directeur des opérations, j'étais drillé à faire les opérations. Puis là, je me ramassais. Puis là, OK, fais ton budget ou fais ton plan pour l'année prochaine. Puis là, c'est une perte de temps, ça. Là. Je veux dire, j'ai pas de temps à perdre. J'ai des commandes, j'ai des gens à aller voir. J'ai pas le temps de faire ça. Mais après ça, à un moment donné, tu viens, tu dis, OK, regarde, on va le faire. Puis tu réalises que le fait de planifier, tu vas être beaucoup moins dans l'urgence, après ça, mais c'est de le faire une première fois. Fait que, d'avoir quelqu'un de l'externe que tu payes, puis après ça, tu as eu le commitment souvent du propriétaire qui dit, regarde, là, je suis tanné, là, de courir après ma queue pour être capable de prendre de vacances. Souvent, dans des rencontres de réseautage, c'est ça que je leur dis, je dis, ça s'adresse-tu à moi? Es-tu capable de prendre des vacances? Fait que c'est pour ça me faisait sourire quand tu as dit ça. Je dis, OK, y a-tu quelqu'un d'autre que toi qui prend des décisions dans l'entreprise? OK, tiens, je vais te laisser ma carte. Peut-être que ce serait le fun qu'on se parle. Puis 90% du temps, la première étape, c'est de mettre
un coordo opération, un directeur général, quand c'est des plus grosses entreprises, de mettre quelqu'un qui va être capable de gérer l'entreprise. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai vécu moi-même chez Drainvac. Là, Drainvac, c'est un... Là, je suis copropriétaire, mais tu sais, c'est une entreprise où j'ai fait une planification stratégique. Puis mon partenaire actuel, Martin, il a dit, garde, c'est super beau le plan, mais il dit, moi, je suis pas un gestionnaire, je suis pas un opérateur. C'est vraiment quelqu'un hyper ingénieux, créatif, qui a tout le temps des bonnes idées pour trouver des nouveaux produits. Mais il dit, j'aimerais ça que tu viennes avec moi travailler, puis que tu mettes en place cette structure-là. Tu sais. Fait qu'avant de devenir copropriétaire, on a fait 2 ans ensemble où j'étais comme directeur général, tu sais, puis j'ai appris à connaître la gang, j'ai mobilisé le monde, j'ai mis en place des rôles, responsabilités, une structure, j'ai refait tout le portfolio de produits, on a revu les produits, les prix, puis on a pratiquement doublé notre chiffre d'affaires. Juste en faisant justement juste ce travail-là. Juste avec la croissance organique, là, c'est comme... C'est impressionnant. Drainvac, tu as travaillé justement comme, tu disais sous l'entreprise, puis après, tu discutais avec le propriétaire, tu disais, hey, ça pourrait être bien, peut-être qu'on joigne ça ensemble. Parle-moi de cette entreprise-là, finalement. Qu'est-ce qui t'a attiré initialement? Bien, c'était du manufacturier. C'était dans un domaine où j'avais œuvré aussi. Tu sais, je connaissais déjà l'entreprise parce que moi, je travaillais pour un compétiteur. Mon partenaire actuel, on avait déjà développé une ligne d'aspirateurs ensemble. Fait que, il fabriquait pour moi où j'étais avant, puis moi, je revendais ça en Europe. Fait que, on se connaissait déjà, puis on avait déjà commencé, on se parlait souvent. Quand il y avait des trucs là, ponctuels, comme, mettons, des tarifs, il y en a déjà eu, ou un client, on avait le même client, puis ça allait pas bien avec ce client. Toi, comment tu le gérais? Moi, je le quitte. Puis on avait tout le temps super gros du fun, on riait tout le temps. Fait qu'on s'entendait bien ensemble. On était devenus comme des amis de la clique d'aspirateurs. Fait que c'était facile. Puis là, quand j'ai fait la planification stratégique, puis qu'il m'a proposé ça, j'étais super intéressé. Puis en même temps, c'était une petite entreprise, fait que ça me permettait de continuer à faire de la consultation, d'avoir un revenu. C'était un genre de rémunération hybride. Là, fait que je faisais 2 à 3 jours par semaine. Je continuais ma consultation. Puis Drainvac a super bien été. Puis ma consultation a bien été. Fait qu'à un moment donné, on s'est assis. Puis je dis, il faut que je fasse un choix. Parce que je pouvais aussi m'en aller puis aller 100% dans la consultation. Puis là, j'avais des discussions avec des firmes pour amener, mettons, ma business dans leur business. C'est un peu comme un bureau comptable, avocat, puis tout ça, puis devenir associé. Fait que c'était des discussions que j'avais eues. Fait que là, j'avais comme un choix. Puis j'ai choisi Drainvac parce que, contrairement à de la consultation, c'est qu'à un moment donné, tu peux augmenter ton taux horaire, mais il faut que tu fasses ces heures-là. T'sais. Fait que tu vas topper à un moment donné. Tu vas toujours amener un plateau de temps humain, right? Ouais, c'est ça. Puis tu peux pas engager le goulot. Tu peux l'engager, mais là, tu vas faire de l'argent sur eux autres aussi, comme tennis. Il y a de quoi à faire, mais au final, les gens ils veulent travailler avec toi. Fait que tu vas tout le temps... Dans ton image. Ben, c'est ça. Fait que c'est toi, c'est ton expertise. C'est dur de... Quand c'est une entreprise de service, je pense qu'on vit un peu le même problème. J'avais petite parenthèse. J'ai toujours voulu faire plus d'épisodes et tout ça. Puis à un moment donné, tu fais un maximum humain et tout ça. Puis c'est de trouver une autre personne qui fait des entrevues, mais c'est de trouver la personne aussi qui fit avec ton énergie. Puis mon follow-up question par rapport à ça, c'est tu dis que avec les clients que tu accompagnes, par exemple, c'est de choisir le bon fit avec leurs clients. Fait que toi, en faisant l'exercice inverse, qu'est-ce que tu fais justement pour choisir? C'est quoi le processus de fit pour un client qui t'approche ou que tu approches, par exemple? Bien, je pense qu'il y a des questions à se poser aussi. Là. Souvent, on va connecter, puis après ça, on va prendre un café, puis on le voit tout de suite. Okay. C'est quelqu'un qui est trop sa défensive. Je pense que ça prend des gens qui sont ouverts. Je pense que ça prend des gens qui acceptent de se remettre en question. Je pense que ça prend des gens qui sont rendus là. Je dis tout le temps. C'est un peu... C'est une intervention, là, comme avec un alcoolique. Là. T'es-tu prêt? Là, on va identifier les bobos. T'es-tu prêt à recevoir ça? Toi, t'es pas prête, là, ça donne rien. Là, ou quand je sens une réticence, tu vas m'envoyer tes états financiers, puis ils sont comme... Oh mon Dieu, moi, je peux pas envoyer ça. Bon, là, regarde, oublie ça. Là, un, je sais pas si tu as de l'argent à me payer. Puis deux, je sais pas si tu me bullshit. Fait que c'est comme dans les deux cas, c'est non. C'est un gros red flag pour moi. Fait que ça, c'est important. C'est comme on va être proche. Puis moi, je veux dire, je vais aller jusqu'au cœur de ton... Je vais faire des... Puis il y a des décisions, il y a des discussions des fois qui sont hyper douloureuses. Là. J'ai déjà eu un cas où j'avais 2 personnes et puis une 3e personne qui était de la famille. Puis là, il fallait qu'on décide si on gardait cette 3e personne-là. Là. Fait que ça a été quand même des discussions pas faciles à avoir. Mais le perso là-dedans. Les gens, ils étaient ouverts, puis ils étaient prêts. Puis il y en avait un des 3 qui avait nommé ça comme une problématique. Fait que tu sais,
C'est ça. Mais ça prend des gens quand même assez ouverts au processus, prêts à être rendus là, à être humble. Ouais. Tu sais, je veux dire, mon partenaire, c'est quelqu'un, moi, je trouvais que c'est quelqu'un avec qui je travaille tellement bien parce que ce qu'il sait, il le sait, puis ce qu'il sait pas, il le sait pas, puis vas-y, tu sais. T'es meilleur que moi là-dedans. Il y a pas de... Il y a cette humilité-là, puis cette intelligence-là de savoir c'est quoi ses forces, puis c'est quoi ses limites, comme moi, j'ai des forces puis des limites. Tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, je suis pas technique. T'sais, fait que lui, il est technique, fait qu'on se complète super bien, mais moi, j'irais pas monter un aspirateur, c'est pas ton dada. Puis Martin Matt, là, c'est le même combat, là, en termes de capacité manuelle. C'est comme... Ouais. Bon, moi, c'était... Ouais. fait, là, les toilettes, puis les cadres, puis les trous partout dans le mur, en dessous des cadres, là, j'en ai une coupe dans mes flips mes premiers flips de condo, là, je m'en viens pas pire, mais c'était comme ça. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tandis que lui, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est capable de démonter une auto, de la remonter au complet, là, tu sais. Il y a le côté mécanique, il aime ça, il regarde ça, il est super. Fait tu sais, ça prend des gens qui se complètent aussi, mais tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un... Il y avait besoin d'une personne système, là. Oui. Processus, clairement. Oui, il y avait besoin d'être organisé. C'est cool. Fait que on se complète bien, mais en général, c'est ça, quand je travaille avec les gens, faut que le domaine m'allume aussi. T'sais, honnêtement, il y a déjà des gens qui m'ont appelé... parce que, tu sais, quand tu fais une planification stratégique, c'est comme si tu te mets dans la posture où c'était ton entreprise. Puis tu te dis, comment je vais scaler ça, tu sais? Parce qu'il faut déjà... Quand tu animes, tu as déjà des idées, là. Puis tu as déjà un peu de... Faut t'ajouter de la viande un peu. Fait, tu sais, si tu m'arrives, puis écoute, je sais pas, là... compagnie de... Tu sais, des fois, ça fait wow, des fois, ça fait pas wow. Tu sais, je peux pas nommer une industrie en particulier, mais mettons, je sais pas moi, des microprocesseurs que je sens pas que j'ai l'expérience, que je sens pas que j'ai de valeur ajoutée. OK, fait qu'il y a une industrie, là, il y a des industries... Il y a des industries où, tu sais, moi, je suis tout le temps en train de regarder, mettons, sur ce site, là, l'index de reprenariat Québec ou Acquisition Biz ou Lib ou, tu sais, tout ce que le monde font. Tu sais, je suis un passionné d'entrepreneuriat, tu sais, puis il y en a qu'on dirait que tu regardes, puis tu dis, puis il y en a d'autres, ça serait cool, je regarde faire ça. Puis, il y a tout de suite une logique qui se fait dans ta tête. Fait que ben, justement, en Libre, j'ai un flash, il avait posé une vidéo, puis je pense qu'il prévoyait l'achat d'un lavoto, un truc genre. Je trouvais ça quand même très cool. C'est comme, un lavoto, un dépanneur, whatever, mais c'est des tough, les lavotos, par exemple. Ouais. Nous autres, on est dans le on est dans l'industrie du lavoto. Là, on fait beaucoup d'aspirateurs pour les lavotos. Puis au Québec, on n'a pas la culture qu'il y a, par exemple, dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis. Qu'est-ce que tu faisais? C'est pas important d'avoir un auto propre ou un auto sale. Ah ouais? Comme, mettons, aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Aux États-Unis, là, c'est comme un gym, là, dans le sens que tu as un membership, puis tu vas y aller 10 fois par semaine. Là, tu vas payer pour ça parce que... Ça marche. Ah ouais. Mais au Québec, on n'a pas ça, l'importance d'avoir un véhicule qui nous représente, maintenant. Je pense pas. On a moins là-dedans. En tout cas, de ce que je vois, je pense pas. Non, mais je veux dire, c'est quand même surprenant, mais c'est vrai quand tu visites justement... Ben, tu sais, t'as l'aspect, tu sais, je veux dire, c'est rendu quasiment 8 mois par année, c'est l'hiver. J'exagère, mais à peine. Fait que tu sais, t'es dans Sludge, t'es dans... 100%. Fait que là, mais tu vas pas loin. Parce que le monde va payer 20-$20 pour que dès que tu ressors une demi-heure après... il est aussi sale qu'il était avant. Fait que là, c'est clair. Regarde, je vais le faire peut-être 2-3 fois par année ou quand je vais faire mes changements de pneus, je vais faire. Il y en a que oui, là, je dis pas que c'est. Je veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup que tu regardes. Puis, les chars sont gris, mais ils sont supposés être noirs. Ou, sont supposés être mauves, mais ils sont tous gris là, à la fin de l'hiver. c'est culturel. On le voit, là. C'est pas. Puis il y avait. Nous autres, on vend c'est le plus gros équipementier de car wash aux États-Unis. Là, ça s'appelle Sonny's. Puis il y en a un ici au Québec là, qui a acheté son équipement, qui a acheté le terrain, qui a bâti comme un lavoto exactement avec des tunnels, comme c'est fait aux États-Unis. Tu peux passer comme 2000 autos par jour. 2000. Il n'est pas là pantoute, là. Je veux dire, c'est ça. On est loin de ça. Là. C'est pas... Fait que c'est difficile de... C'est plus difficile. C'est ça. Je l'avais commenté son vidéo que j'avais vu aussi. J'ai fait attention. C'est ça. Il y a des métiers comme ça. Il y en a que oui. Là, puis je pense que son speech de trouver des business traditionnels, c'est très accurate puis c'est très bon. Des boring business qu'on appelle. C'est ça. Mais peut-être pas les lavotos. Lavotos. Mais tu vois, c'est un bon insight que je savais pas, mais ça fait du sens là, quand tu vois justement de la slush, de la neige que tu passes sur lavoto puis que 2 secondes après, tu te dis hey, fuck off. Là. Mais c'est peut-être aussi au niveau
si tu prends une province, je sais pas, comme l'Alberta, peut-être un peu plus riche, où il y a des gros ça, véhicules. 100%. Ça, sont comme sur le modèle des États-Unis. Américains, ouais. Les grosses marques, on va entretenir la perception. Puis nous, on est plus dans le Hyundai. Beaucoup de véhicules aussi qui servent là-bas pour travailler. Ouais, aussi. Perso, 100%. Beaucoup de pick-up. Souvent, le pick-up va te servir professionnel et personnel. C'est pas, nous autres, on a des plus petites voitures qui sont personnelles, que c'est pour nos déplacements de A à B. Fait que c'est pas des véhicules de compagnie. C'est bizarre qu'on a une réalité parce que on vit quand même dans un environnement qui est très canadien, américain, puis nous, on est comme un petit peu genre européen, genre, kind of, un petit peu un mix américain. 100%. Écoute, on va tomber dans un dernier sujet qui est évidemment l'investissement immobilier. Tu m'as parlé justement de condos locatifs. Quand est-ce que tu es tombé dans la fièvre de l'immobilier? Ah, ça, c'est... j'ai travaillé à Tremblant, comme je disais plus tôt, puis j'ai toujours voulu retourner. On dirait, je sais pas, c'est comme dans mes racines. Ça a été ma première job, mon premier appartement, ma première maison quand je suis parti de chez mes parents. Fait qu'on dirait que j'ai toujours trippé, puis j'ai vu tout ça grandir, cette site-là. Fait que c'est une région que j'aime beaucoup. J'y allais souvent, puis à un moment donné, j'étais plus capable de louer. Tu sais, j'arrivais, puis c'était comme oversaturé, ça me coûtait une fortune. Fait que là, à un moment donné, il y a quelqu'un même sur... dans le temps, là, on se prenait en photo des selfies, puis puis mon oncle m'avait dit « Kim, t'es tout le temps tremblant, jette-toi donc quelque chose. » Puis là, je suis comme « Bon, OK. » Fait que j'ai commencé à regarder, puis là, je dis « OK. » Fait que je vais acheter quelque chose. Puis là, je connaissais pas du tout la région, puis j'avais une amie qui a sa propre agence à Tremblant, avec qui j'avais déjà été au HEC. Puis là, je dis « Regarde, Pascal, je vais aller prendre un café avec toi. » Puis là, j'explique, je dis « J'ai pas une scène, je viens de me divorcer, j'ai encore moins d'argent, mais je dis, regarde, j'ai ça de cash. Je dis, penses-tu que je suis capable d'acheter quelque chose? Puis là, elle m'a trouvé le bon spot sur un golf. J'ai acheté c'est une maison de ville. Elle dit, je vais te le louer l'hiver pour la saison de ski. Ça se loue tant. Fait que là, j'arrive, OK. Puis là, je suis même pas passé chez le notaire. Elle me dit, hey, bonne nouvelle, j'ai loué ta saison de ski qui s'en vient. C'était au mois de mai-juin. Moi, j'avais tout setupé ça pour embarquer sur Airbnb. Je connaissais pas ça. J'ai dit, je vais le faire moi-même. J'ai tout appris ça. J'ai dit, regarde, je vais m'ouvrir un compte. Là, on est dans quelle année, là? En 2018. OK, quand même. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait que, puis, tu sais, encore le petit côté entrepreneurial. Ça va me faire un job on the side. Ça va être le fun. Je vais juste m'amuser avec ça. C'était très drôle parce que finalement, le condo, on a passé chez le notaire plus tard que prévu. Puis là, je m'en allais une semaine en vacances avec mes enfants au Mexique. Puis j'avais jamais mis les pieds dans le condo. Puis j'ai commencé à le louer. Puis j'avais juste un homme de maintenance / affaires. Mais je prenais les téléphones moi-même. Puis là, la personne, elle me texte. Puis elle dit, avez-vous des séchoirs à cheveux? Je dis, écoutez, madame, je sais pas. J'ai pas été dedans encore. Je l'avais visité, mais j'avais pas listé. Moi, je vous rembourse. J'étais innocent. Puis j'ai même pas listé genre qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai pas pris de, quelqu'un aurait pu me prendre quelque chose. Puis c'est après avec l'expérience. Non, parce que je me disais, c'est une super belle communauté. Il a l'air d'avoir, faut que tu donnes des reviews à la personne. Puis effectivement, à date, j'ai pas eu vraiment. T'as pas eu de mauvaises expériences. Et on dirait que les gens, c'est les headlines, là, quand tu fais du Airbnb, les chalets locatifs, par exemple, qu'ils trashent la personne, la maison, puis tout c'est sale, c'est pas laissé à eux-mêmes. C'est difficile un peu la sélection. Je sais pas comment fonctionne Airbnb, mais je veux dire, de l'autre côté, là, de la personne qui le met. Mais tu sais, moi, je prenais pas quelqu'un, mettons, qui avait pas... Là, maintenant, c'est obligatoire, mais ça prenait des reviews de un. Un historique je prenais quelqu'un qui avait un historique, je prenais quelqu'un qui avait une photo, qui avait sa carte. T'sais, maintenant, je pense que c'est obligatoire d'avoir ta carte. Je sais plus, c'est... Carte de quoi? Carte de... tu sais, un permis de conduire, une carte d'identité. Ouais, c'est ça. Mais dans le temps, ça ne l'était pas. Fait que là... je m'étais mis un peu de restrictions. Je jouais pas plus que 6 personnes. Écoute, ça a relativement bien été. Puis comme je dis, tu sais, dès le début, j'avais un dépôt avec mon... Fait que je n'étais pas passé chez le notaire. J'avais déjà eu mon 5 000 $ de dépôt. Fait que j'étais cash flow positif. J'ai payé le notaire avec ça. J'ai payé les taxes de bienvenue. Puis là, l'argent rentrait mensuellement pour ma location d'hiver. Puis après ça, j'avais eu le temps de faire... En fait, j'avais eu le temps de faire juillet à novembre sur Airbnb. Fait que j'avais déjà un petit fonds là aussi. Fait que j'ai passé l'hiver. J'ai jamais mis une scène dedans. La COVID est arrivée. Le condo, il a doublé. Fait que là, j'ai OK. Fait que là, je vais le vendre. Fait que là, je l'ai vendu. Wow. Fait que je l'ai vendu. Puis là, j'ai racheté
Un autre endroit là, stratégique dans le vieux village de Tremblant. Ouais. Ça, c'est des condos que j'avais visités quand j'avais habité là en 99. Puis là, c'était drôle parce que c'était comme une chambre d'hôtel, mais avec une porte communicante. Tu sais, quand tu as tes deux groupes, oui, puis tu as deux chambres qui se connectent. Deux chambres. Fait que là, tu sais, tu avais un corridor, tu avais deux entrées distinctes, deux adresses distinctes. Le gars, il vendait ça comme un lot. Fait que là, bon, je l'ai acheté. Fait que là, la première affaire que j'ai faite, j'ai appelé le syndicat de copropriété. J'ai dit, ça se fait-tu fermer le mur entre les deux? Fait que là, il dit, oui, ça se fait. Fait que là, je suis passé d'un condo à deux condos. Ben ouais. Fait que là, je l'ai encore revendu, j'ai encore vendu le double. Des bons coups. Fait t'as fait des bons coups. J'y ai pensé, tu sais. Fait que là, je les ai rénovés. Là, rénové parce que tu disais que t'en as fait des réparations là, toi-même. Non, ça, j'ai engagé un contracteur. OK, quand même. Puis j'ai ma copine qui, elle, à la base, était directrice artistique là, pour des magazines. Là, c'est comme elle a l'œil de design pour acheter des affaires puis mettre en place des belles affaires. Très fun. Fait que même elle fait ça maintenant. Là, génial. Elle va faire, c'est une de ses axes de sa business. Là. On refait elle le fait plus juste pour moi. Quand on fait nos projets ensemble, elle le fait pour d'autres aussi. Là. Fait que c'est super intéressant. OK, fait que, ça c'est cool. On n'a pas parlé de cet aspect-là, mais justement d'être en couple puis en affaires aussi, séparément les deux. Ouais. C'est nice. Oui, ben on était deux entrepreneurs quand on s'est rencontrés. Là. C'était le fun parce qu'on avait j'avais les enfants une semaine sur deux. Fait que on pouvait travailler un peu. Avant que j'aille de Drainvac, on pouvait travailler d'un peu n'importe où. Là. Il y a beaucoup de suivi de coaching que je faisais comme à distance, là, par team, là, surtout depuis la COVID. Fait que c'était vraiment le fun. Mais oui, c'est ça. Okay. Elle s'occupe du côté design, gestion de projet. Puis moi, je trouve les fonds, puis je coordonne, puis on se challenge là, finalement. Mais ça va super bien. Puis on a fait ce deux-là, puis on en a refait un autre. On est rendu à 5 là, qu'on a fait ensemble. Là, puis le modèle est à peu près le même tout le temps. On trouve des dompes. Là. C'est écoute, ce condo-là, là, avec les deux chambres à coucher, tu aurais dû voir que... je suis rentré dedans. Lui, c'était pendant la COVID qu'on l'a acheté. J'avais pas le droit d'y aller. Les visites étaient comme très limitées. Je l'ai acheté, j'ai lowballé, j'ai fait une offre ridicule, puis je l'ai eu. Puis tu l'as eu, OK. Puis je l'ai eu, mais je suis rentré, là, c'était au deuxième étage, là, puis on a ouvert les portes patio, là, puis j'ai sacré. On pouvait jeter en bas, mettons, parce que le conteneur, il était comme pas loin du stationnement. J'ai dû jeter le trois quarts des meubles. Puis là, je dis, OK, là, je respire un petit peu, mais c'était tout brun, avec des murs en latte préfinis. C'était juste vraiment vieillot, là. C'était pas structurel. Ça n'avait pas été rénové depuis, je pense, c'était un 84, puis ça n'avait pas été rénové depuis. La structure était solide, tout le reste était correct, mais tu sais. Peinture, électricité, changer les électros. Sur Airbnb, tu veux que ça soit clean. Là, oui, ben c'est ça. Très, très beau aussi. Là. Mais malgré tout, il se louait pareil. C'est ça que je trouvais fascinant. Parce que le spot, là. Il y avait des bonnes reviews. Le spot était écœurant. Tu étais assis sur la terrasse. À partir de l'automne, tu voyais vraiment bien la montagne. C'était beau. Fait que non. Fait que ça donne le goût quand tu as T'as deux beaux projets comme ça, puis là, c'est ça, encore, là, on spot, mettons, Vous faites encore de la recherche, oui? Des trucs... tout le temps, là, c'est tout un... Bon, ben, comme tout le monde va dire, là, le nerf de la guerre, c'est le financement, là, c'est ça qui est plus difficile, mais il y en a tout le temps, là, des opportunités, là, puis, tu sais, moi, je fais tout le temps la liste de centristes à l'envers, fait que je regarde qu'est-ce qui est à vendre depuis le plus longtemps. Là, c'est le marché. Okay. Ceux qui sont à vendre depuis longtemps, là, parce que tu peux faire par date d'inscription, puis il y en a qui sont même plus là, sur le marché aussi, mais qui l'ont été. À force de regarder souvent, tu te fais un réseau de contacts là-bas, puis j'essaie de trouver des affaires justement qui ont besoin d'amour, là, qui sont à rénover. Fait que j'ai payé moins cher, on rénove. Là, maintenant, on le sait combien ça coûte, faire une salle de bain, faire une cuisine, tout ça, c'est quand même pas... Parce que tu dis tant que c'est pas justement structurel, ben, tu fais une inspection, j'imagine, pour regarder si c'est critique ou pas. Là, mais... Oui, mais on connaît aussi les... Puis je travaille encore avec Pascal qui m'a vendu mon premier immeuble. Fait que quand on les flippe, elle les revend, puis on rajette avec elle souvent. Fait que tu sais, elle est tout impliquée. Fait qu'elle sait les départements, assez quel secteur éviter. Il y en a que peut-être à un moment donné, ils vont perdre leur droit d'Airbnb à un moment donné. Ça peut changer, ça. Je les veux pas. Fait que des fois, eux autres sont impliqués en étant là localement. C'est important de faire ses recherches à ce niveau-là. Parce que oui, ça bouge. Là, il y a de plus en plus de restrictions. Là. Je pense pas qu'à Tremblant, il y en ait parce qu'ils ont besoin de se... À Montréal, on le sait, là, il y a eu des gros problèmes, là, justement. Mais je pense que plus tu t'éloignes, il y a peut-être... C'était ma prochaine question, à savoir les restrictions. Puis par curiosité aussi, pour les gens qui veulent peut-être se lancer dans
dans le locatif là, avec du Airbnb. Comment fonctionne Airbnb dans le sens, est-ce qu'il prend un pourcentage sur les transactions? C'est un frais, un abonnement? Oui, Airbnb prend un pourcentage. Sur tes ventes? Okay. Sur tes ventes. Puis ton agence avec qui tu vas travailler va te prendre un pourcentage aussi. Quand tu dis ton agence? Ben, si tu veux le clé en main. Comme présentement, c'est pas moi. Là, je te loue le condo. Ouais. Tu vas habiter dans un de mes condos dans Airbnb. Quand tu vas écrire, puis tu dis il n'y a pas de savon, c'est pas à moi que ça va. C'est un property manager. Là, c'est comme une agence qui va gérer ta propriété de A à Z, qui va répondre au téléphone, qui va la mettre en ligne, qui va s'assurer que les ménages soient faits, qui va tout... ça varie. C'est des frais qui varient entre 20 et 30 %. Puis, fait que là, ta stratégie actuelle, c'est d'acheter peut-être un de ces condos-là, par exemple, de le nipper, de le louer locatif pendant X nombre de temps, puis de le revendre? Ouais. Ou tu veux le garder plus le long terme? C'est quoi un peu le... mais écoute, au début, je faisais ça. Je faisais des one-shots. J'en faisais un par année. Là, à un moment donné, je suis allé suivre une formation là, sur l'immobilier, là, puis là, c'était comme plus bâti ton portefeuille. La différence, je te dirais, que du locatif court terme versus un Plex, par exemple. Oui, mettons. Hein. Un Plex, c'est super facile à financer, puis ça va être financé beaucoup sur la valeur de tes loyers multiplié par... Alors que du court terme, c'est moins évident. Les banques ne veulent pas financer du court terme parce que c'est plus risqué. Mm-hmm. C'est con parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable, mais vu que c'est plus risqué, on dirait qu'ils n'y attribuent pas encore. Ça a commencé en Ontario. Il y a des banques qui financent du Airbnb, là, puis il y a des banques alternatives. Ils ne sont pas encore au Québec. Là. Je suis en train de parler avec des gens pour... OK. Parce qu'en fait, je veux dire, des fois, ça n'a pas de sens. Là, je prends ma maison de ville, je vais louer, mettons, sur Airbnb, je vais faire un revenu annuel de 45 000. Je loue à une famille, à 2500, 2000 par mois, ça fait 24 000. Pourquoi je perdrais ce 16 000-là? Bon, mais puis c'est la même valeur. Moi, je peux comprendre une banque d'être frileuse quand c'est dans un... comme ceux qui sont sur le site de Tremblant, tu es obligé d'être dans le pool de Tremblant. Station Mont-Tremblant va prendre un pourcentage, je pense, il me semble que c'est 50 % des revenus. Fait que tu es un peu captif, puis tu peux pas l'afficher toi-même, tu peux rien faire toi-même. Moi, tout ce que je prends, je peux faire du court terme, je peux faire à la saison de ski, à la saison d'été aussi, je peux faire à l'année. Je peux rester dedans si je veux. Toutes les fonctions possibles sont disponibles. C'est flexible avec l'Airbnb, quand tu disais, parce que tu peux dire hey, ça me tente de le garder pour moi pendant 3 mois, ben je l'enlève du marché. Puis... C'est ça. Right? Ou tu peux te le booker, puis dans le fond, c'est comme. Ouais, tu peux te le booker. Tu restes comme à l'hôtel. Là, dans le fond, tu viens. Soit en fin de semaine, on a fêté la fête à ma fille, puis mes parents, mais on n'a pas de place dans celui qu'on utilise, parce qu'il y en a un que je loue juste l'hiver, puis l'été, je l'utilise. Ben celui-là, j'avais pas vraiment de place pour mes enfants puis mes parents. Fait que mes parents, j'en avais booké un autre. Fait que les autres sont comme restés... c'est intéressant ce que tu dis, parce que la copropriétaire, tu as vu Gian tantôt pour Weventy, ils sont deux dans le fond. Fait qu'il y a Maude, puis Maude, elle a un chalet locatif avec sa famille à Rimouski. Très beau chalet, by the way, pour les gens qui sont intéressés à louer. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'une des restrictions justement pour être capable de le mettre sur Airbnb, c'est d'avoir quelqu'un qui fait la gestion. Puis l'entretien sur place, qui habite dans la ville, sur place. Fait que c'est un prérequis. Fait que ça, j'imagine, ça change de ville en ville, là, mais il y a des restrictions. Puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se rendre... qu'est-ce qu'on peut faire pour faire nos recherches convenablement, d'aller chercher les bonnes informations? Bien, je pense que c'est important de se renseigner avant, mais il y a beaucoup de spotted ou de groupes là, de location, mettons, locatif court terme, puis là-dedans, il y a une panoplie d'informations, il y a plein de mises en situation. Moi, je suis un gros believer, là, surtout là, je fais beaucoup de routes. Là, pour aller chez Drainvac, que ça arrive sud, moi je suis sur la rive nord, fait que les podcasts, j'en écoute à tous les jours. T'as du temps, là. Ouais, j'ai du temps en masse, mais c'est fou l'information que tu peux apprendre. Raison, fait que c'est un peu la même chose avec des groupes là, sur Facebook, là, puis là, tu regardes les situations, les gens écrivent j'ai eu un problème avec un locataire, des problèmes de taxes. À un moment donné, Airbnb, c'était compliqué, configurer des taxes. Je l'ai appris là-dessus. C'est des trucs qui sont peut-être pas mentionnés textuellement dans un blog ou whatever, mais de voir par des expériences de gens qui l'ont vécu, c'est incroyable, les podcasts. Puis
Je suis curieux, les podcasts que tu écoutes justement dans ton véhicule, peut-être quand on parle dans l'immobilier, y a-tu des noms qui te sortent là, qui seraient intéressants à écouter? Dans l'immobilier, pas tant. Non, mais ok. c'est pas, j'ai pas vraiment fait. Moi, je suis plus axé comme business. Là, Plus fait que j'ai beaucoup. monde des affaires. Ouais. Ok. Fait que, tu sais, Judith Fetzer, c'est sûr. Que Ouais, je ben oui. l'écoute, Un café avec Judith, c'est ça. Café avec Nice. Judith, podcast pas ordinaire. Ben oui, très je cool. suis allé d'ailleurs. J'ai eu la chance d'y aller avec Sam. Comment t'as vraiment une le belle fun. expérience avec Sam? C'est C'était un vraiment Sam le bon. fun. Puis j'aime beaucoup les. Ben voyons, j'ai un blanc. Avec Étienne Crevier, puis Dominique Gagnon. OK. Écoute, je l'écoutais hier. C'est pas très grave, on va le retrouver. Non, c'est ça. Mais c'est cool. c'est très bon. Ouais, c'est un beau médium, puis je veux dire, justement, c'est incroyable quand il faut que tu passes le temps, que tu fasses d'autres choses. Là. Ouais. Mais plus que même lire, peut-être, tu sais, il y a des gens Les qui dérangeants, sont... excuse. Les dérangeants, c'est ça? Les dérangeants, ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Mais je pense que les gens, s'il y a de quoi que je vois dans la communauté des affaires, c'est que les gens aiment ça partager. Tu sais, les gens aiment ça participer. Moi, quand je me suis lancé en affaires, que j'ai quitté ma job, c'était pour ça. Je me suis dit, gars, je vais essayer d'aider beaucoup d'entreprises québécoises qui ont besoin d'aide. Je pense que j'ai un super beau bagage. Tu sais, j'ai toujours été dans les entreprises en croissance, en décroissance. J'ai fait des redressements, j'ai fait des acquisitions. J'ai acheté en Chine à l'international, j'ai vendu en Chine, en Europe. Tu sais, j'ai vendu à des Costco. Tu sais, fait que tout ce qui est comme retail. Tu sais, fait que je pense qu'il y a beaucoup d'expériences transférables que quand tu parles, puis j'en apprends encore à tous les jours encore, là, il y a plein de belles expériences que je suis en train de vivre là, des dernières années, là, avec les tarifs, puis la décroissance, la perte d'un client, le remplacement de client, un concurrent qui fait faillite. C'est tous des trucs qu'on vit présentement, aller chercher de la nouvelle... Fait que, c'est intéressant. Puis une fois que tu les as vécus, ben, pourquoi ne pas le dire pour que les autres ne fassent pas la même erreur? J'écoutais... Elisabeth là, de Pizza Salvatore, puis elle disait, eux autres sont pluggés sur Masterclass, ça c'est un autre concept, là, un peu différent des podcasts, mais qui est super utile, que moi aussi super éducatif. Ben oui, fait que moi je me suis abonné là-dessus là, quand je me suis lancé, puis j'en ai vu là, les techniques de négociation avec Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI, là, qui négociait les prises d'otages. T'apprends. C'est sûr que tu vas apprendre quelque chose là, si tu t'assis comme 1h30 à écouter comme son historique, ou le CEO de Starbucks là, qui est parti tout petit, puis tu sais, fait que c'est des mines des mines d'or. Oui, puis on a souvent tendance, comme entrepreneur, à vouloir réinventer la roue, tu sais, puis il n'y a pas grande situation, je pense, qui est jamais arrivée à quelqu'un d'autre, là. Fait qu'il faut juste trouver la... Puis moi souvent, je suis pas gêné, là, tu sais, je regarde, là, je vis quelque chose dans ma situation, mettons, comme entrepreneur, comme propriétaire d'entreprise, puis là, qu'est-ce qui est déjà arrivé à qui, mettons, du similaire. Puis j'y écris, là, puis je m'envoie y trouver sur LinkedIn, puis je leur écris, puis c'est surprenant le nombre de fois que les gens, on va prendre un café, virtuel, les gens sont ouverts. Je peux t'aider. Les gens, en général, je trouve, sont quand même très ouverts à partager qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'est pas arrivé. Puis tu sais, parce que non seulement quand ça t'arrive, puis tu as un fail, tu sais, ça te fait chier, mais en même temps, tu te dis, regarde, si je peux éviter à quelqu'un d'autre d'avoir la même affaire, parce que le gars, il est probablement exactement dans la même situation, dans une situation très similaire à laquelle j'étais, ben, tu sais, pourquoi pas, tu sais. Ouais, pourquoi pas, ben, c'est ça, redonner peut-être aussi, puis converser avec ces gens-là. Exact. Philippe, on arrive à la fin de l'entrevue. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser, que je t'ai déjà posée dans le pré-meeting. Si tu avais la chance de parler une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Je pense que je me ferais plus confiance puis je me lancerais plus rapidement. Plus rapidement, même 14 ans, c'est quand même rapide, là, mais, oui. Tu veux dire, mais j'ai eu un trou après ça de pratiquement comme 25 ans. Directement d'aller en affaires là, en tant qu'entrepreneur. Ben oui, je pense que j'ai été vraiment, comment je pourrais dire? Sécuritaire peut-être? Ben oui, je pense que je voulais faire tout dans un certain ordre. Tu sais, comme je l'ai dit, mes parents étaient comptables plus conservateurs. Mon père, son idéal, c'est que je sois PDG chez Bombardier, là, dans une grosse compagnie, comme la plupart. Alors que c'est plus instable dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je trouve, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Dès que je me suis lancé, puis le fait d'être en consultation, puis de voir autant d'entrepreneurs, puis qui trippent entrepreneurs comme toi, tu sais, c'est mon lancement, puis le fait que j'ai quitté le monde corporatif, c'est qu'à un moment donné, j'avais un blog là, sur l'entrepreneuriat, puis je passais des entrevues, puis on allait au salon de l'entrepreneuriat, puis sa stratégie PME, puis tout ça. Puis là, je me disais, OK,
Puis là, le monde, il me parlait, puis il disait, tu sais, toi, c'est sûr que tu es entrepreneur parce que de la manière que tu parles, tu as des business, puis tout ça. Puis j'étais comme, non. Même pas, c'est juste un mindset. Mais en fait, j'ai été directeur général, tu sais, puis j'ai eu la chance d'avoir des. Tu sais, le client que j'ai aujourd'hui dans ma consultation, ben, c'était ça que j'avais comme patron, tu sais. Puis le gars arrivait avec les clés, puis il disait, regarde, j'ai fait tant l'année passée, essaie de faire plus de ventes, puis arrange-toi avec toi, tu sais, arrange-toi, tu sais. Fait que j'ai été beaucoup. Fait que c'était comme si c'était mon entreprise quand j'étais directeur général ou directeur des opérations dans ces entreprises-là. Je gérais mon petit. Fait que j'avais tout le temps le côté entrepreneur. Ben oui, ça serait vraiment de se lancer plus rapidement, puis peut-être de risquer tout. Parce qu'on dirait que là, je suis en mode rattrapage. Puis là, je veux, tu veux tellement tout faire. Tu fais plein d'axes. J'ai mon immobilier, j'ai mes investissements dans d'autres aussi PME. Ben oui. J'ai Drinvac avec. Tu touches à poule, tu as comme des tentacules à Philippe qui touche un petit peu à plein de sites d'investissement. OK, puis consultation, bien évidemment. C'est ça, qui continue. Ouais. Mais c'est le fun. Je ne changerais pas pour. C'est vraiment intéressant. Puis. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un parcours qui est différent puis de dire, écoute, moi j'ai vécu ça, mais ça m'a amené à telle place. Dire, il n'y a pas de parcours. N'importe qui va dire, j'aurais pu améliorer telle chose et tout ça, puis c'est correct aussi. Là, Alors, c'est... Mais je pense tu sais, de se faire confiance. Comme je disais au début, de ne pas attendre, tu sais, là je le vois maintenant, de ne pas attendre que tout soit parfait là, avant de te lancer. Tu sais. Puis à un moment donné, j'avais fait, c'est drôle parce que je m'étais fait une page LinkedIn il y a comme... en 2009, 10 ans avant que je me lance. Puis ça s'appelait pas Gestion Philippe Latour, mais ça s'appelait... en fait, ça s'appelait ça s'appelait Groupe Latour. J'avais mis sur des feuilles que je voulais un groupe parce que je voulais de l'immobilier, je voulais de la consultation. Là, j'étais plus dans le mode sportif. Là, je pensais encore partir à une école de tennis. Mais j'avais différents axes. Puis c'était pour ça que j'avais appelé ça Groupe Latour. Puis tu vois, des fois, puis je m'étais linké avec mon profil. Puis l'autre fois, je suis tombé là-dessus. Puis c'était comme... J'avais commencé à le détailler. C'est comme consultation. C'était plus axé opération dans ce temps-là. Fait que c'était plus analyse des approvisionnements, gestion de fournisseurs, processus de fabrication, tous des manuels de qualité, toutes des affaires que j'ai faites et que je suis encore que je structure des ressources humaines, mais tu sais, j'avais pas été DG à ce moment-là, fait que c'était plus opérationnel, mais c'est drôle pareil, tu sais, je pense aussi, ça j'y crois beaucoup, là, je l'ai fait beaucoup avec le tennis, là, tu sais, la visualisation, là, avec le sport, ça je suis persuadé, là, puis j'ai toujours visualisé qu'est-ce que je ferais, puis ça a toujours comme fonctionné, là, puis j'ai battu toute mon timeline que je m'étais, fait que tu sais, ça j'y crois, là. Je pense que, tu sais, si tu te crois pas en toi-même, puis t'es pas capable de te voir, puis de te projeter, ça marchera jamais. Ça c'est clair. Puis, tu sais, pour finir là-dessus, tu disais justement, tu sais, de juste se lancer, je pense on se base trop sur peut-être un parfait plan d'affaires, puis tu sais, de dire mon oncle m'a dit de pas faire ça ou ma tante m'a dit de faire ci, je sais plus qui suivre, je sais plus, tu sais, c'est tellement mélangeant, puis ça c'est peut-être un exemple qui s'applique plus pour les jeunes dans vingtaine, là. Mais en réalité, oui, tu sais, j'ai 26 ans, puis j'ai juste fait comme arrête d'écouter le noise, là, tu sais, les gens autour de toi, fais des erreurs, apprends, puis après, avec l'expérience, tu vas te développer beaucoup plus que si tu attendais un timing parfait. Puis dans l'immobilier, un exemple parfait, c'est le meilleur moment d'acheter. Le meilleur moment d'acheter, c'était hier, tu sais. Tout le temps. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bon timing, là. C'est it's now or never, là. C'est un peu ça. Puis quand tu n'as rien à perdre, c'est encore plus facile. Quand tu n'as pas de responsabilité, jeunes, right? Quand tu n'as pas encore de responsabilité. Prenez risque parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Sinon, tu sais, il faut pas... Moi, j'avais... de l'IMO, j'avais comme un certain niveau, tu sais, je veux dire, quand tu es directeur général d'une entreprise de 60 millions, tu as un salaire, tu pars d'un gros salaire que tu lâches, tu as beaucoup de responsabilités financières, je m'étais séparé pas longtemps avant. Il y a ça aussi. Tu sais, je l'ai pas fait... Tu sais, ça veut pas dire de pas le faire en cabochon, là. Je pense qu'il y a des étapes. Tu sais, la dernière année, j'aimais pas mon travail, mais j'aimais mon travail parce que ça me donnait un rendement, puis j'avais une certaine flexibilité. J'étais en charge d'une équipe de vente, mais ça faisait en sorte que je voyageais beaucoup, ce que j'ai toujours aimé faire. C'est cool. Puis j'avais une flexibilité. Fait que je faisais mon 50-60 heures pareil de travail, mais je pouvais assister à des BNI, je pouvais aller dans des rencontres de réseautage. Je pouvais me développer mon réseau parce que mon objectif, mon but, l'année d'après, c'était de partir à temps plein en consultation, puis c'est ce que j'ai fait. T'sais. Mais quand je suis parti le jour 1 en consultation, j'ai eu mon incorporation, j'avais déjà des clients. Puis j'avais déjà des mandats. Fait que je me lançais pas dans le vide. Puis à un moment donné, quand je me suis dit, OK, j'ai assez de mandats pour manger pendant 6 mois,
Là, on se lance. Bon, là, ça serait un autre épisode, là, parce que la COVID est arrivée 6 mois après, mais bon. Ben écoute, ça c'est intéressant parce que, ben évidemment, moi je propose toujours à mes invités de faire un part 2. Avant c'était aux 6 mois, mais là on le fait aux ans. Fait que là on va faire un autre. Je vais te faire une deuxième invitation pour parler de ces sujets-là, justement, de ben évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année qu'on s'est pas vu. Parfait. Puis les nouveautés, peut-être les nouveaux projets que tu as développés, l'immobilier, whatever. Tout ça, on va discuter ça dans notre deuxième passage. Puis où est-ce qu'on peut te contacter directement pour peut-être faire un appel de consultation, apprendre à te connaître? Où est-ce qu'on peut te contacter? Je dirais groupeplateau.ca. Ça, c'est mon site web, ou sinon LinkedIn. Là. Il y en a plusieurs, même trop, des fois, qui me disent que je te vois face. C'était la première fois, ça a commencé cet été. Le monde, tu vas dans un bar, je te vois partout. Hey, c'est toi que j'ai vu sur LinkedIn. On se connaît pas, ça me fait rire. Là. Même sur LinkedIn, je suis assez facile à trouver. Puis là, ben, vous allez le voir bientôt encore plus parce qu'on va faire des capsules vidéo qui vont sortir sur LinkedIn aussi. Fait que vous allez apprendre à aimer Philippe. Pas le show. Ça a été vraiment une belle expérience. J'ai adoré notre discussion. Toi, comment tu as vécu ça aujourd'hui avec Vraiment le fun. C'est vraiment cool. Merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Là. Ça a passé vite. Ça a passé vite pour vrai. Moi, si j'avais pas de timer, je continuerais des genres de style Joe Rogan là, à 2-3 heures. Moi, j'adore ça. Là. Exact. Fait que, mais ça a été un beau, une belle épisode. Puis j'ai hâte de publier ça. Fait que pour les gens qui sont intéressés, allez voir justement le groupe Plateau. Merci beaucoup. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.